Il existe un pays qui puise son énergie dans les volcans, les rivières et les lacs. Un peu comme dans un jeu au cadre fantasy, sauf que c'est tout à fait réel. Bienvenue en Nouvelle-Zélande. 85% de toute l'électricité de cette nation insulaire provient de sources renouvelables comme l'hydroélectricité, la géothermie et l'éolien. C'est impressionnant, mais en fait, ce n'est là que le début. Penchons-nous sur la baie de South Taranaki. C'est une étendue de mer au large de la côte ouest de l'île du Nord. À première vue, cela ressemble à n'importe quel autre lieu tropical digne d'une carte postale, mais il s'y cache le trésor de l'énergie propre de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit du South Taranaki Offshore Wind Project. Ce projet révolutionnaire dans le monde de l'énergie verte a pour but l'installation d'éoliennes directement dans l'océan, en nombre suffisant pour produire près d'1 gigawatt d'électricité. Cela permettra d'alimenter plus de 430 000 foyers. Pour mettre cela en perspective, ce chiffre représente presque un quart de tous les ménages de Nouvelle-Zélande. Si le projet aboutit, le pays ne deviendra pas seulement plus écologique. Il donnera naissance à une toute nouvelle industrie, l'éolien offshore. Plus de 600 nouveaux emplois durables dans la construction, les opérations et la maintenance seront créés. Ils ne disparaîtront pas avec la fin de l'exploitation des énergies fossiles, bien au contraire. Cela soutiendra également le développement technologique en Nouvelle-Zélande et, bien sûr, garantira à ses habitants une grande indépendance énergétique. Les experts pensent que cela entraînera aussi un afflux d'investissements commerciaux et que l'ensemble du secteur éolien offshore rapportera environ 30 milliards de dollars au PIB du pays d'ici 2050. La baie de South Taranaki est un emplacement idéal pour ce projet. Elle reçoit des vents constants et puissants, non pas tempétueux et chaotiques, mais réguliers et donc exploitables. C'est exactement ce que l'on recherche pour les éoliennes. De plus, le fond marin y est profond, mais pas trop, ce qui est idéal pour les plateformes à turbines. On construit généralement des éoliennes traditionnelles sur terre ou dans des eaux peu profondes où elles peuvent reposer sur de solides fondations. Mais celles que l'on prévoit d'installer ici ont ceci de particulier que les ingénieurs peuvent les installer dans des eaux plus profondes, plus éloignées des terres et dans des zones où le vent est plus puissant. L'électricité que les éoliennes générera sera transférée par câble vers un point de connexion à terre. De là, elle transitera via les infrastructures du réseau national pour alimenter les foyers, les entreprises et l'industrie. Pour que tout cela se réalise, l'équipe en charge du projet a déjà mis en place les bases nécessaires. L'une des campagnes les plus notables jusqu'à présent concerne l'installation d'un lidar flottant. Lidar signifie détection et télémétrie par la lumière. C'est un peu comme le radar, mais avec des lasers. Ils ont placé cet équipement de haute technologie sur une bouée qui reste en mer pendant des mois. Ils collectent grâce à lui des données extrêmement précises sur la vitesse du vent, le comportement des vagues, la température de la mer, les courants. Ces informations sont nécessaires pour la planification d'une centrale électrique offshore. Si le projet aboutit, cela propulsera la Nouvelle-Zélande vers un nouveau niveau d'énergie propre. Actuellement, le pays dépend toujours des combustibles fossiles pendant les périodes de forte demande ou lorsque les lacs hydroélectriques ne suffisent pas. La plupart de ces combustibles fossiles proviennent de l'étranger et ils sont coûteux, peu fiables et polluent beaucoup. Mais si l'énergie éolienne en mer se développe suffisamment, elle pourrait combler ces lacunes énergétiques, notamment en hiver, lorsque les vents sont plus forts et que la consommation d'électricité augmente. Et si la Nouvelle-Zélande produit plus d'électricité propre qu'elle n'en a besoin, elle pourrait commencer à l'exporter sous forme d'hydrogène vert. Cet hydrogène est produit à partir d'eau et grâce à de l'électricité renouvelable, ce qui est vraiment bénéfique pour notre planète. Le projet éolien offshore de South Taranaki, si tout se passe bien, sera plus qu'une victoire locale. Ce sera un modèle, un exemple que d'autres régions de la Nouvelle-Zélande pourront suivre. Le vent souffle fort tout autour du littoral. La technologie offshore flottante peut donc réellement changer la donne. Certains scientifiques estiment que la Nouvelle-Zélande pourrait construire jusqu'à 8 gigawatts d'énergie éolienne offshore d'ici 2050. C'est 8 fois ce qui est actuellement prévu à Taranaki. Imaginez ce que cela pourrait accomplir. De l'énergie propre pour tout le pays, des exportations et un leadership mondial dans une industrie entièrement nouvelle. Bien sûr, tout n'est pas toujours facile et certains défis se présenteront forcément en cours de route. Tout d'abord, il y a la vie marine. Tout projet océanique majeur doit être conçu avec prudence et prendre en compte les baleines, les dauphins, les poissons et les oiseaux marins.
C'est pourquoi les scientifiques travaillent d'arrache-pied sur les premières étapes de la planification afin de cartographier l'écosystème local et éviter de lui nuire. Ils ont déjà commencé ce processus dans la baie de Taranaki et recueillent encore des informations afin que les turbines puissent être placées là où elles causeront le moins de dégâts possible. Il y a aussi un coût élevé. L'éolien offshore est actuellement plus cher que l'éolien terrestre. Mais les coûts baissent à mesure que la technologie s'améliore et s'étend. De plus, les avantages à long terme, tels qu'un air plus propre, des emplois locaux stables et la sécurité énergétique, le rendent pertinent. Et puis il y a la possibilité de problèmes avec les autorités, les tribus locales et la communauté en général. Tous doivent soutenir le projet pour qu'il devienne réalité, et convaincre les gens n'est pas toujours chose aisée. Par exemple, lorsqu'un article de 34 pages sur les risques des parcs éoliens pour l'environnement a été publié, les autorités locales ont été forcées de prendre en compte ces résultats. Mais si tout se passe bien, la construction dans la baie de South Taranaki pourrait commencer d'ici la fin des années 2020. L'Islande est un excellent exemple de pays où l'énergie verte et renouvelable fonctionne. 9 foyers sur 10 s'y chauffent grâce à l'énergie géothermique souterraine. Grâce à sa disposition géologique et à ses volcans, à ses sources chaudes et ses glaciers, l'Islande regorge d'énergie naturelle. Le pays est situé juste au-dessus d'une zone superactive de la croûte terrestre, là où se rencontrent 2 plaques tectoniques. C'est pourquoi sa puissance géothermique est si phénoménale. De l'eau chaude jaillit tout simplement des entrailles de la Terre. Les glaciers recouvrent 11% du pays, et lorsqu'ils fondent pendant les mois plus chauds, ils alimentent les rivières qui descendent des montagnes. L'énergie de cette eau est alors transformée en hydroélectricité. De plus, l'Islande dispose également d'un grand potentiel d'énergie éolienne. Ils n'y ont tout simplement pas encore beaucoup recouru. En Islande, seul le transport dépend encore à grande échelle des combustibles fossiles, les voitures et les avions par exemple. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas si longtemps, le pays dépendait principalement du pétrole et du charbon importé, surtout avant les années 1970. À l'époque, ils utilisaient principalement l'énergie géothermique pour se baigner et laver leurs vêtements. Le changement est survenu lorsque les prix du pétrole ont augmenté soudainement et que l'Islande a réalisé que l'importation de carburant était tout simplement trop risquée et coûteuse. Le pays avait besoin de sa propre énergie, stable et abordable. Un agriculteur a trouvé comment utiliser l'eau chaude naturelle pour chauffer sa maison. Les communautés locales ont suivi son exemple et bientôt, les villes ont commencé à forer plus profondément sous terre pour obtenir de l'eau encore plus chaude. Cette eau chaude circule dans des tuyaux autour des quartiers et chauffe des villes entières. Cela a tellement bien fonctionné que les autorités ont mis en place un fonds spécial pour le développement du forage géothermique. Certains ont même commencé à construire de petites centrales hydroélectriques. En 1950, l'Islande comptait plus de 500 petites centrales hydroélectriques pour l'alimentation des fermes et des villages. Plus tard, les autorités sont à nouveau intervenues pour attirer de grandes entreprises internationales. Si l'Islande pouvait offrir une énergie verte bon marché, peut-être que de nouvelles industries viendraient à s'installer et créeraient des emplois qui aideraient au développement de l'économie. Cette idée a fonctionné et a également contribué à construire un réseau électrique national. Et tout cela a été possible non seulement parce que l'Islande possède d'incroyables ressources naturelles, mais aussi grâce à la collaboration des autorités et des citoyens ordinaires. Aujourd'hui, de nombreux pays font face aux mêmes problèmes. Le Népal, par exemple, possède un énorme potentiel hydroélectrique mais a besoin d'investissements. Les pays d'Afrique de l'Est ont d'énormes ressources géothermiques souterraines, mais pas assez de personnel formé ou de technologie pour les exploiter. L'Islande partage ses connaissances depuis des décennies. Depuis 1979, plus d'1 millier de personnes se sont rendues dans le pays pour étudier l'énergie géothermique. Les entreprises islandaises ont aidé à construire des systèmes géothermiques dans plus de 50 pays, y compris le plus grand système mondial, chinois, qui chauffe désormais les habitations de plus d'1 million de personnes. Et il n'est même pas nécessaire d'avoir des volcans pour exploiter l'énergie géothermique. De nouvelles technologies permettent d'utiliser des températures relativement basses pour chauffer et refroidir les bâtiments. Paris, par exemple, possède l'un des plus grands systèmes de chauffage géothermique d'Europe, et environ 25% de la population européenne vit dans des zones où cette technologie pourrait fonctionner.